Le ciel au-dessus du Sahel a toujours été une toile silencieuse. Mais il y a 17 jours, il a été déchiré par un bruit assourdissant. Un drone américain, un MQ-9 Reaper, a pénétré l'espace aérien du Burkina Faso. Sa cible n'était pas un groupe rebelle, ni un convoi militaire, mais un cortège présidentiel dirigé par un homme dont le nom allait rapidement résonner à travers l'Afrique. Ibrahim Traoré. Au moment où la frappe a échoué, le destin a pris une tournure inattendue. Mais qu'en est-il vraiment de cette attaque ratée? Pourquoi ce silence inquiétant des puissances mondiales? Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, savait qu'il était une cible. Mais ce qu'il ignorait, c'était qu'un drone de l'OTAN, armé d'un missile Hellfire, allait menacer sa vie. Ce n'était pas simplement une tentative d'assassinat, mais un message clair à toute l'Afrique. La souveraineté des nations africaines était en jeu. Alors que les débris de l'attaque se dispersaient, une question restait en suspens. Qui avait donné l'ordre de frapper un chef d'État d'un pays non en guerre? Un acte de guerre déguisé? Ou une simple erreur technique, comme l'affirmaient certains observateurs occidentaux? Ce qui semblait être un accident pourrait bien s'avérer un tournant décisif dans la lutte pour la souveraineté de l'Afrique. Car ce matin-là, non seulement Traoré a survécu, mais il a aussi vu une vérité qu'il n'aurait jamais ni beau s'imaginer. La lutte pour l'indépendance de l'Afrique venait d'être redéfinie. L'attaque ratée, le 17 août, aurait pu marquer la fin de la présidence d'Ibrahim Traoré. Mais au lieu de cela, elle a déclenché une série d'événements qui ont secoué le Burkina Faso et l'ensemble du continent africain. Le missile Hellfire, conçu pour éliminer des cibles spécifiques, a frappé un véhicule civil, tuant 3 innocents. Ce n'était pas la cible, mais cela a fait résonner un message inquiétant. Le drone, un MQ-9 Reaper, faisait partie d'une flotte utilisée par l'OTAN dans des opérations clandestines à travers le Moyen-Orient. Mais cette fois, il volait au-dessus de l'Afrique, sans aucune justification légale. Les autorités burkinabées ont immédiatement réagi en détournant leur convoi présidentiel, une manœuvre qui a, en fin de compte, sauvé la vie de Traoré. Cependant, ce n'était qu'un répit temporaire. Le monde entier n'a pas réagi. Aucun titre principal dans les médias occidentaux, aucune condamnation officielle. Pourquoi? Parce que l'Afrique, en particulier les nations comme le Burkina Faso, était encore perçue comme une zone d'influence où les décisions étaient prises à l'extérieur du continent. Traoré, malgré sa survie, savait que cet incident allait marquer un tournant. Il avait échappé à la mort, mais la question restait. Qui contrôle véritablement l'Afrique? Ibrahim Traoré, jeune président du Burkina Faso, est un leader qui a choisi d'agir différemment. Contrairement à de nombreux chefs d'État ou profs d'État africains, il ne s'est pas caché derrière des murs de béton et de métal. Il se déplaçait souvent sans escorte militaire lourde, préférant une approche plus directe et symbolique de la gouvernance. C'était ce jour-là, alors qu'il se dirigeait vers le nord du pays, qu'il a failli payer de sa vie cette audace. Le convoi présidentiel, bien que discret, était protégé par des dispositifs de sécurité modernes, y compris un radar chinois qui a détecté l'objet volant non identifié. Ce système de défense a permis de détourner le cortège de la trajectoire du drone, mais au prix d'une confusion totale pour les civils circulant derrière. Le missile, un Hellfire X, a frappé à la place un camion civil. Les pertes humaines ont été terribles, mais la réponse internationale, ou plutôt son absence, a été encore plus choquante. Tandis que le monde restait silencieux, Traoré a choisi de réagir, non pas par la violence, mais par la vérité. Quelques heures après l'attaque, il a annoncé que son gouvernement allait publier les preuves de l'attaque et de l'identité de ce responsable. Ce moment de crise a eu un effet immédiat. Les radios et médias africains ont diffusé ces paroles à une échelle jamais vue auparavant. L'attaque était devenue le catalyseur d'un mouvement plus vaste, un réveil pour la souveraineté de l'Afrique, un défi à l'hégémonie occidentale. L'Afrique, trop longtemps réduite au silence, se levait enfin. Passons maintenant à l'incident lui-même. Le 17 août, à 10h42, un convoi présidentiel traversait le Burkina Faso.
Le cortège était constitué de véhicules blindés, dans lesquels Ibrahim Traoré et plusieurs membres de son gouvernement se déplaçaient vers le nord. Sans avertissement, un MQ-9 Reaper a pénétré l'espace aérien burkinabé, ciblant précisément le convoi présidentiel. À bord du drone, un missile Hellfire a été largué, sa trajectoire guidée par des données de surveillance de haute précision. Cependant, le radar chinois du Burkina Faso, récemment modernisé, a détecté l'intrus. En quelques secondes, le système de défense a envoyé un signal d'alerte, et les véhicules ont pris un détour immédiat, s'éloignant de la trajectoire de l'attaque. Les autorités militaires burkinabées ont agi rapidement, évitant ainsi la frappe directe sur Traoré, mais pas sur le reste du cortège. Le missile a frappé un camion civil transportant de l'eau, tuant 3 innocents sur le coup. La confusion a été totale, tant pour les autorités que pour la population locale. Les premiers rapports ont évoqué un échec technique, mais la vérité était bien plus complexe. Les débris du missile ont révélé que le ciblage était précis, suggérant que l'attaque n'était pas le fruit d'un accident, ni d'une mission délibérée. En réponse à ce silence international, Traoré a pris la parole dans un discours télévisé quelques heures après l'attaque, annonçant qu'il allait rendre publiques toutes les preuves liées à l'incident. Il a insisté sur le fait que l'attaque n'était pas une erreur, mais un message clair contre la souveraineté de l'Afrique. L'absence de réaction de la part des grandes puissances mondiales, notamment les États-Unis et l'OTAN, a alimenté des spéculations sur les véritables intentions derrière cette frappe. Si l'attaque avait été un simple accident, pourquoi les responsables n'ont-ils pas pris la parole ? Pourquoi aucun communiqué officiel n'a été émis ? Les enquêteurs burkinabés ont analysé les débris du missile, recueillant des informations précieuses sur les données de ciblage et les empreintes électroniques qui prouveraient plus tard que l'attaque était bien orchestrée par des acteurs extérieurs. Pendant ce temps, les populations du Burkina Faso ont montré leur soutien indéfectible à leur président. Dans les rues, les radios locales ont diffusé en boucle le discours de Traoré et des rassemblements populaires ont eu lieu dans les villes principales. Le message était clair. L'Afrique devait défendre sa souveraineté coûte que coûte. Traoré, loin de se laisser intimider, a transformé cette tentative d'assassinat en un appel à l'unité continentale. L'incident a également eu un écho dans les forums africains, où des voix s'élevaient pour dénoncer ce qu'elles percevaient comme une ingérence extérieure. L'attaque ne s'est pas limitée au Burkina Faso. Elle a touché l'ensemble du continent, car elle mettait en lumière les tensions croissantes entre les nations africaines et les puissances occidentales. La question de l'indépendance africaine, déjà fragile, a pris un tour plus incisif. La frappe n'était pas seulement contre un chef d'État, mais contre l'idée même de souveraineté. À partir de ce moment-là, les Africains se sont demandé jusqu'où l'ingérence extérieure irait et jusqu'où ils étaient prêts à défendre leurs droits. Concernant les preuves, elles ont été déterminantes pour comprendre non seulement ce qui s'était passé, mais aussi les intentions derrière cette frappe. L'analyse des débris du missile Hellfire MX, une arme de précision, a révélé plusieurs indices cruciaux. Premièrement, les experts ont découvert des marquages de série qui indiquaient que le missile avait été fabriqué aux États-Unis, ce qui laissait penser que l'attaque avait été exécutée avec l'autorisation ou la technologie de l'OTAN. En outre, les résidus laissés par l'impact ont été analysés et ont montré une trajectoire de vol qui correspondait à celle d'un drone MQ-9 Reaper, un appareil qui, bien qu'utilisé principalement dans des opérations de surveillance ou d'assassinat ciblées en zone de conflit, n'avait jamais été déployé sur le territoire d'une nation souveraine non en guerre avec un autre État. Les données radars fournies par les autorités burkinabées ont également apporté des éléments de preuve cruciaux. Le système de défense aérienne, qui avait été récemment amélioré avec des technologies chinoises, avait détecté le drone plusieurs minutes avant l'attaque. Grâce à cette détection précoce, le convoi présidentiel a pu changer de trajectoire, sauvant ainsi la vie de Traoré. Toutefois, le drone a poursuivi sa mission, frappant un camion civil au lieu du convoi présidentiel. Ce détail précis a été confirmé par les enregistrements du radar,
qui ont tracé la trajectoire exacte du missile avant l'impact. Les experts ont analysé les données de fréquence et les impulsions captées par le système de défense, confirmant qu'elles étaient similaires à celles utilisées dans des missions menées par l'OTAN dans d'autres régions du monde, comme en Syrie et en Libye. En plus des données techniques, des témoignages de témoins oculaires ont également fourni une confirmation visuelle de l'attaque. Plusieurs personnes présentes dans la région ont rapporté avoir vu un drone voler à basse altitude avant que l'explosion ne secoue le sol. Les informations obtenues ont ensuite été croisées avec les images satellites, qui ont confirmé que l'objet volait en dehors des zones de surveillance militaire connues, ce qui indiquait clairement que l'attaque n'était pas un acte de défense légitime. Les preuves, tant visuelles que numériques, ont ainsi offert une image de plus en plus claire de l'implication de puissances extérieures dans cet incident. Dans les heures suivant l'attaque, les autorités burkinabées ont publiquement exposé ces preuves. Le gouvernement a organisé une conférence de presse où des experts en sécurité et en défense ont expliqué les résultats sur des enquêtes. Ibrahim Traoré, de son côté, a insisté sur la transparence et l'ouverture des résultats, déclarant que son pays ne se cacherait pas derrière des mensonges, même si cela risquait de froisser des puissances étrangères. Ce geste de transparence a non seulement renforcé sa position au sein de la population burkinabé, mais a également envoyé un message fort à l'échelle internationale. L'Afrique ne se laissera plus réduire au silence. Les réactions internationales ont été variées. Certains gouvernements ont salué la démarche du Burkina Faso pour sa transparence, tandis que d'autres ont choisi de détourner le regard, préférant ne pas commenter l'incident. Cette réticence à agir a alimenté les critiques au sein de la communauté africaine, qui a vu dans ce silence une confirmation de l'ingérence étrangère systématique sur le continent. L'attaque ratée contre Ibrahim Traoré a provoqué des débats intenses sur la souveraineté de l'Afrique et la relation complexe qu'entretient le continent avec les puissances occidentales. D'un côté, certains analystes et responsables politiques ont soutenu que l'incident était un malheureux accident technique, un simple échec des systèmes de ciblage. Ils ont argué que l'attaque n'était en rien un acte de guerre, mais un dysfonctionnement des équipements militaires causé par une mauvaise gestion de l'information. Selon cette vision, les États-Unis et l'OTAN ne cherchaient pas à attaquer un président africain, mais plutôt à cibler des éléments liés à des groupes terroristes ou des insurgés opérant dans la région du Sahel. Cette position est souvent soutenue par des partisans de l'engagement occidental dans la lutte contre le terrorisme, qui affirment que les frappes ciblées sont nécessaires pour maintenir la sécurité et la stabilité, surtout dans les zones de conflits complexes comme le Sahel. Cependant, cette interprétation se heurte à plusieurs obstacles. Premièrement, l'utilisation d'un missile Hellfire-6, une arme de précision qui ne laisse aucune explosion mais déploie des lames pour tuer une cible spécifique, ne correspond pas à un simple accident de ciblage. Cette arme a été utilisée dans des contextes où une élimination chirurgicale était requise, ce qui soulève des questions sur les véritables motivations derrière l'attaque. Pourquoi un missile de cette nature a-t-il été utilisé contre un président ? Et pourquoi les autorités n'ont-elles pas réagi immédiatement pour clarifier la situation ? De plus, la rapidité avec laquelle l'incident a été couvert par les médias occidentaux, ou plutôt l'absence de couverture, est un autre élément qui trouble l'analyse officielle. Si l'attaque avait été un simple accident, pourquoi les puissances mondiales, notamment les États-Unis et les membres de l'OTAN, ont-elles choisi de rester silencieuses ? Pourquoi aucune enquête officielle n'a-t-elle été ouverte dans les heures qui ont suivi l'incident ? Cette absence de transparence a alimenté les théories du complot et renforcé l'idée que l'attaque faisait partie d'une tentative plus large de maintenir l'influence occidentale en Afrique, en particulier dans des pays comme le Burkina Faso, où les relations avec l'Occident ont été tendues ces dernières années. Enfin, les témoignages des citoyens burkinabés et des témoins oculaires qui ont vu le drone avant l'attaque corroborent la version des autorités burkinabées qui ont insisté sur le fait que l'incident n'était pas un simple accident.
L'attaque de drone visait non seulement un leader, mais un symbole de la résistance à l'ingérence étrangère. Les preuves recueillies ont renforcé l'idée que le Burkina Faso, et plus largement l'Afrique, étaient sous une pression constante pour maintenir sa souveraineté face à des forces extérieures. Au milieu de cette crise, une révélation s'est imposée comme un tournant décisif. La vérité n'était plus une option à ignorer. Après l'attaque ratée, Ibrahim Traoré a choisi de diffuser toutes les preuves liées à l'incident, allant contre les attentes des puissances occidentales, qui pensaient que le Burkina Faso resterait silencieux, comme c'est souvent le cas dans ces situations. Les enregistrements radars, les débris du missile, les témoignages visuels, tout a été mis en lumière. En révélant les informations, Traoré a non seulement exposé la tentative d'assassinat contre lui, mais aussi l'implication de puissances étrangères dans ce qui devait être un incident diplomatique enterré sous le tapis. Ce geste audacieux a donné un nouveau sens à la souveraineté pour l'Afrique. Les nations africaines, généralement divisées, ont trouvé un point de ralliement. Le message était clair. Si l'Afrique ne se lève pas pour défendre sa vérité, qui le fera ? L'unité, longtemps divisée par des intérêts contradictoires, a commencé à se former autour de l'idée que l'autodétermination de l'Afrique ne pouvait plus être un rêve lointain. Traoré avait réveillé quelque chose de plus profond que la simple résistance, un sentiment de fierté et de solidarité continentale. Les répercussions de l'attaque ont été immédiates et profondes, affectant non seulement le Burkina Faso, mais l'ensemble du continent africain. Dans les heures qui ont suivi l'attaque, la communauté internationale est restée étonnamment silencieuse. Alors que des journalistes et des analystes africains dénonçaient l'incident, les puissances occidentales se sont abstenues de toute déclaration officielle. Ce silence a été perçu comme une validation tacite de l'ingérence étrangère dans les affaires internes de l'Afrique. Mais à l'intérieur du Burkina Faso, un mouvement populaire a pris forme. Les citoyens se sont rassemblés dans les rues, exprimant leur soutien indéfectible à leur président. Ce soutien n'était pas seulement pour Traoré en tant qu'individu, mais pour la souveraineté nationale du Burkina Faso et de l'Afrique dans son ensemble. Le gouvernement burkinabé, soutenu par l'opinion publique, a rapidement tourné l'incident à son avantage. La diffusion des preuves de l'attaque a renforcé la position de Traoré en tant que défenseur de la vérité et de la souveraineté africaine. Le discours du président a eu un impact immédiat sur les nations africaines, qui ont commencé à remettre en question la nature de leurs relations avec les puissances étrangères. La question qui se posait était désormais: jusqu'où l'Afrique accepterait-elle de se soumettre aux intérêts des puissances extérieures? La communauté africaine, au lieu de se diviser comme d'habitude, a commencé à se réunir autour de la figure de Traoré. Des pays voisins, comme le Mali, le Niger et le Tchad, ont exprimé leur soutien. Les médias africains ont également joué un rôle clé dans cette dynamique, en diffusant le message de transparence du Burkina Faso. Traoré, par son courage et sa décision de partager les preuves de l'attaque, a permis à l'Afrique de se poser une question cruciale. L'ingérence étrangère devait-elle continuer à définir le continent, ou était-il temps de prendre son destin en main ? Le poids de l'incident s'est également fait sentir à l'échelle politique. Plusieurs dirigeants africains ont pris publiquement position, soulignant l'importance de la souveraineté et de la justice pour les nations africaines. Les discussions à l'intérieur de l'Union africaine ont pris un tour plus critique envers les puissances occidentales. Ce changement de ton était palpable dans les forums diplomatiques, où les pays africains ont montré unité et détermination face à l'ingérence extérieure. Le message était désormais clair. L'Afrique était prête à défendre ses droits, et l'attaque contre Traoré en était la preuve. Dans les mois qui ont suivi l'attaque, l'Afrique s'est retrouvée à un carrefour. 3 scénarios principaux ont émergé concernant l'avenir du continent et la dynamique de ses relations avec les puissances extérieures. Le premier scénario, relativement optimiste, voyait l'incident comme un catalyseur pour renforcer la souveraineté et l'unité continentale. Les nations africaines, inspirées par la résilience de Traoré, auraient renforcé leur coopération, non seulement sur le plan politique, mais aussi en matière de sécurité et d'économie. Un système de surveillance régionale pourrait être mis en place,
coordonnée par l'Union africaine, pour éviter toute tentative d'ingérence militaire extérieure. L'Afrique, dans cette perspective, commencerait à se redéfinir, indépendamment des pressions occidentales, cherchant des alliances avec d'autres puissances mondiales telles que la Chine ou la Russie. Le deuxième scénario, plus modéré, envisageait une continuité dans les relations tendues mais gestionnables avec les puissances occidentales. Bien que l'attaque ait suscité une prise de conscience continentale, les efforts de Traoré et d'autres dirigeants africains pour préserver la souveraineté pourraient être freinés par la pression économique. L'Afrique, en raison de sa dépendance aux investissements et aides extérieures, pourrait se retrouver dans une position difficile. Les sanctions économiques et l'isolement diplomatique pourraient devenir des outils pour punir les nations qui défient l'ordre établi. Ce scénario prévoirait une Afrique plus divisée, où certains pays continueraient à se conformer aux intérêts occidentaux, tandis que d'autres, à l'instar du Burkina Faso, chercheraient des alternatives à l'influence étrangère. Enfin, le troisième scénario, le plus sombre, prévoyait un renforcement des tensions géopolitiques, avec une Afrique confrontée à des divisions internes croissantes. L'attaque du drone aurait servi de prétexte à des interventions militaires plus fréquentes de la part des puissances occidentales, et l'Afrique pourrait se retrouver dans un état de confrontation continue avec l'Occident. Des conflits internes exacerbés par des ingérences extérieures pourraient déstabiliser certaines régions du continent. Ce scénario montrerait une Afrique incapable de surmonter ces divisions, où les ambitions nationales et les intérêts étrangers se heurtent, menaçant ainsi l'unité et la stabilité à long terme. Quoi qu'il en soit, l'incident de l'attaque contre Traoré a marqué un tournant décisif. Il a ouvert un débat essentiel sur l'avenir de l'Afrique et la nécessité de définir sa place dans un monde de plus en plus multipolaire. L'issue de cette crise dépendra de la capacité des nations africaines à se rassembler autour d'un objectif commun, garantir leur souveraineté tout en naviguant dans les eaux géopolitiques complexes de la mondialisation. L'attaque contre Ibrahim Traoré a eu un impact au-delà des frontières du Burkina Faso. Elle a touché les Africains dans leur ensemble, réveillant un sentiment profond de solidarité et de responsabilité collective. Ce n'était pas seulement une attaque contre un homme, mais contre la dignité et l'indépendance d'un continent tout entier. Les populations africaines, longtemps habituées à l'ingérence extérieure, ont vu en Traoré un symbole de résistance et de courage. La question qui s'est posée était simple. Comment réagir face à une telle provocation ? Les Africains, dans leurs discussions sur les réseaux sociaux ou dans les forums communautaires, ont commencé à se poser des questions qu'ils n'avaient jamais envisagées auparavant. Pourquoi accepterons-nous l'ingérence des puissances étrangères alors que nous avons les moyens de défendre notre propre souveraineté? Pourquoi continuer à sous-traiter notre sécurité, nos ressources et notre avenir à ceux qui ne nous voient que comme des pions dans un jeu géopolitique? Au-delà du Burkina Faso, des manifestations de soutien ont eu lieu dans d'autres pays africains. Les citoyens ont exprimé leur solidarité avec le Burkina Faso, non pas seulement par des mots, mais par des actions concrètes. Des mouvements de solidarité ont émergé dans les rues de Bamako, Abidjan, Nairobi et bien d'autres villes, où les gens ont scandé des slogans affirmant leur droit à la liberté et à la souveraineté. Ces manifestations, bien que pacifiques, ont envoyé un message puissant. L'Afrique tout entière était prête à défendre sa dignité. Ce réveil politique a également eu un impact sur les jeunes générations. Les étudiants et les militants à travers le continent ont commencé à organiser des forums, des discussions publiques et des manifestations pour redéfinir l'avenir de l'Afrique. La question était posée. Comment l'Afrique peut-elle se réapproprier son destin ? La réponse ne viendrait pas du silence ou de la soumission, mais de la prise de position et de l'action collective. Dans la foulée de l'attaque contre Ibrahim Traoré, une véritable réflexion a émergé au sein des cercles politiques et sociaux de l'Afrique. Comment se réapproprier le contrôle de son destin ? La réponse à cette question pourrait se résumer en 3 étapes clés.
La première étape consiste à renforcer les institutions de défense africaines. L'Afrique a besoin d'un système de défense autonome et intégré, capable de répondre à toute tentative d'ingérence extérieure. Des initiatives comme la création de systèmes de surveillance aérienne continentaux, similaires à celui qui a permis de détecter le drone attaquant Traoré, devraient être étendues à l'ensemble du continent. Cela nécessiterait une coopération accrue entre les nations africaines, la mise en place de structures communes de défense et le partage de ressources et de technologies. La deuxième étape serait de renforcer l'autosuffisance économique. L'Afrique ne pourra véritablement se libérer de l'influence des puissances extérieures qu'en développant une économie indépendante et durable. Cela inclut la diversification des ressources économiques, le développement des industries locales et la promotion des échanges commerciaux intra-africains. Le Fonds souverain africain pourrait devenir un outil puissant pour financer ces initiatives, en utilisant les ressources naturelles du continent pour créer une base économique plus solide. Enfin, la troisième étape concerne la construction d'une gouvernance transparente et responsable. Les pays africains doivent veiller à instaurer des politiques qui favorisent la participation citoyenne et la transparence. La révolution numérique, qui a permis la diffusion rapide des informations, doit être utilisée pour renforcer la responsabilisation des gouvernements et donner aux citoyens un pouvoir de contrôle sur les actions de leurs dirigeants. Un système d'archives numériques des violations de la souveraineté, comme celui proposé après l'attaque contre Traoré, serait essentiel pour documenter et faire pression sur les pouvoirs étrangers. En somme, l'Afrique doit s'engager dans une transformation profonde, alliant autonomie politique, sécurité renforcée et développement économique durable. Le chemin ne sera pas facile, mais il est désormais clair que ce processus commence par une prise de conscience collective, un défi lancé aux puissances extérieures et une volonté affirmée de défendre ses droits et sa souveraineté. Ibrahim Traoré n'est plus simplement un président pour le Burkina Faso. Il est devenu un symbole vivant de ce que signifie résister aux pressions extérieures et défendre la souveraineté d'une nation. Lors de son discours après l'attaque, il a prononcé des mots qui résonneront longtemps. Nous ne nous cacherons pas à la vérité, même si elle rend les puissants trembler. Ces paroles ont transcendé le contexte immédiat de l'incident. Elles ont capturé l'essence même du combat africain pour l'indépendance et la dignité face aux puissances impérialistes. Ces mots ne sont pas simplement des déclarations politiques, mais des appels à l'action pour toute une génération. La vérité, aussi inconfortable soit-elle, est devenue l'arme la plus puissante de l'Afrique. Traoré a montré que face à l'injustice, le silence ne sera plus une option. L'attaque contre lui n'a pas été un simple incident militaire, mais un événement qui a galvanisé l'ensemble du continent africain, incitant les citoyens à se lever, à parler et à revendiquer leur place dans un monde où leur voix compte. Le message de Traoré continue de résonner dans chaque coin de l'Afrique. La vérité, l'indépendance et la souveraineté sont des principes que chaque Africain doit désormais défendre, non pas seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute la nation africaine. L'attaque contre Ibrahim Traoré n'est pas qu'une histoire de politique ou de géopolitique. C'est un appel à l'action, un réveil pour toute l'Afrique. Ce qui a commencé comme un incident isolé s'est transformé en un mouvement continental pour la souveraineté et l'indépendance. La question qui se pose aujourd'hui est simple. Où vous situez-vous dans cette lutte pour la vérité et la dignité ? Chaque voix compte. Chaque geste de soutien renforce l'appel à une Afrique unie et autonome. Que vous soyez en Afrique ou ailleurs, dans le monde, ce message transcende les frontières. L'Afrique ne se laissera plus réduire au silence. Le moment est venu de soutenir l'indépendance de ce continent, de défendre la souveraineté de ces nations et de faire entendre la vérité. Si vous croyez en un avenir où l'Afrique se tient fièrement sur la scène mondiale, prenez position. Partagez ce message, faites entendre votre voix et engagez-vous à défendre la vérité partout où elle est mise en question.
L'unité de l'Afrique commence ici et maintenant avec vous.